dit que l'écosystème local sur les territoires, c'est important que les acteurs coopèrent entre eux, mais c'est important qu'on installe, l'installation de circuits courts et la recaptation de valeur ajoutée sur les territoires, ça se fera s'il y a aussi des logiques de filière. C'est vrai sur l'alimentation, c'est vrai sur le textile, c'est vrai sur le bois, mais c'est vrai dans plein de secteurs. Donc, on attache une importance particulière à l'idée de retisser de l'amont à l'aval une coopération entre les acteurs pour bien comprendre comment une filière elle s'approvisionne, comment elle écoule ses produits et comment tout ça s'organise. Cette vision service ou produit nous paraît importante et donc l'objectif, donc c'est ça, c'est le RTS mène ce travail sur plusieurs sujets et il nous semble que notamment la question de l'économie forestière, qui est peut-être, on ne fait pas forcément le lien d'évidence avec l'économie sociale et solidaire entre forêt et ESS, on trouve que c'est très important parce que c'est des sources d'économie locale et territoriale importantes. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est plutôt une réunion de lancement d'un travail d'écoute des besoins, puisqu'on a en parallèle missionné un cabinet d'études qui travaille avec nous sur ces sujets pour nous aider à bien comprendre les enjeux et comme chaque fois avec le RTS, notre programme d'action se veut très opérationnel. Donc, l'idée, c'est de déboucher sur des préconisations et de l'accompagnement concret des collectivités. Et j'en profite pour remercier les différents intervenants de la journée, en particulier Madame Alric de la FNCOFOR, mais également les autres intervenants. Mais je suis désolée, je n'ai pas sous les yeux les noms, mais je vais laisser Anne leur faire. En tout cas, c'est vraiment un sujet important et je trouve qu'en tant qu'élu, on est assez démunis quand même pour pouvoir prendre en compte les choses là-dessus. Sur ce lien forêt, économie sociale et solidaire. Et donc, c'est l'objectif de ce webinaire dont je ne pourrais pas assister à tout. Et je m'en excuse, mais parce que je suis sur d'autres travaux sur la ruralité aujourd'hui, mais je le réécouterai parce que je suis concernée au premier rang. Voilà. Donc, effectivement, comme Patricia l'a rappelé, l'objectif de ce webinaire qui est à destination, enfin, principalement des collectivités, à la fois des collectivités adhérentes du RTS, mais ouvertes aussi à d'autres collectivités. C'est bien de voir la façon dont, en tant que collectivité, on peut accompagner la structuration d'une filière bois territorialisée en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on verra un certain nombre de leviers au travers des différentes interventions. Et donc avec effectivement enfin une présentation rapide du guide méthodologique, un point d'étape sur le guide méthodologique qui est en cours de réalisation et qui sera alimenté par les différents webinaires et notamment par celui-ci. Françoise, je vous propose de démarrer donc au travers d'un panorama. Donc vous êtes directrice adjointe de la Fédération nationale des communes forestières, qui a organisé des rencontres il y a peu de temps, qui ont eu un grand succès d'après les retours que j'ai eus. Oui, bonjour à tous. Françoise Alric, donc directrice adjointe de la Fédération nationale des communes forestières. J'ai été par ailleurs, il y a quelques années, directrice d'une communauté de communes et pour compléter le tableau, je suis élue depuis 8 ans dans ma commune. Je vais vous présenter un panorama très rapide. Je vais tâcher de synthétiser mes propos pour qu'on ait ensuite un temps d'échange. Vous verrez des slides assez imagés Alors, est-ce que je peux arrêter votre partage d'écran? Oui, pour mettre le mien. Voilà. Que j'ai pu récupérer ces slides en partie sur des sites d'organismes forestiers. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Ok. Alors, est-ce que les images circulent? Voilà, vous voyez la deuxième diapo? Oui. Très bien. Je vous présente très rapidement notre fédération que certains connaissent parmi les participants. Donc, c'est une très vieille association qui date de 1933, qui est aujourd'hui représentative du secteur forêt-bois pour les collectivités. Elle rassemble plus de 6000 collectivités adhérentes. Collectivités signifie commune propriétaire de forêt, mais commune pas forcément propriétaire de forêt, communauté de communes, département, région, PNR, métropole. On a une multiplicité de profils d'adhérents et nous avons une déclinaison territoriale marquée, une implantation territoriale forte, notamment à travers notre tissu d'associations départementales, régionales,
une représentativité au niveau des massifs, hein, au sens de la loi montagne, et près de 80 permanents sur le territoire. Alors, notre action, eh bien, c'est à la fois représenter les collectivités forestières et le secteur forêt-bois pour les collectivités. Donc, en discussion, je dirais, continue avec le gouvernement, en discussion continue avec le Parlement. D'ailleurs, plusieurs de nos élus sont des parlementaires, mais également avec de grands partenaires comme l'interprofession France Bois Forêt ou d'autres associations d'élus. Nous avons pour objectif de valoriser le secteur forêt-bois au service du projet des territoires. Donc, j'ai aimé votre expression tout à l'heure de votre réseau par et pour les territoires. Je crois que nous pourrions la faire nôtre avec l'idée de travailler, bien sûr, pour l'économie et l'emploi dans les territoires. Donc, on va reparler filière courte et locale, mais aussi la volonté d'assurer la pérennité des espaces forestiers pour les générations futures. C'est un point qui nous tient à cœur. Et bien entendu, on va y revenir aujourd'hui avec la priorité numéro 1 de lutter contre le changement climatique. Donc, on pourrait parler, pour nous caractériser, d'une volonté de développement et de résilience dans les territoires et aussi d'une approche transversale, d'une transversalité des politiques publiques au service des territoires, ce qui, je pense qu'ici tout le monde le sait à peu près, n'est pas forcément toujours très simple. Nous formons 3 à 4 000 élus par an sur des thématiques forêt-bois, hein, c'est une de nos grandes missions aussi, et nous accompagnons, alors là on est un petit peu à part des autres associations d'élus, nous accompagnons et nous agissons au plus près des territoires avec de grands programmes. Nous développons de grands programmes sur les territoires liés aux filières du local. On a initié il y a maintenant plus de 15 ans, par exemple, la question du bois énergie dans les territoires, des réseaux de chaleur et des filières qui vont avec. On a travaillé le bois construction, j'y reviendrai, les politiques à travers les chartes forestières de territoire, par exemple. Alors, pourquoi ce lien entre territoire et filière forêt-bois? Eh bien, en fait, il faut revenir aux compétences et responsabilités des élus. Très rapidement, bon, les collectivités peuvent être propriétaires de forêts, hein. Il y a près de 3 millions d'hectares aujourd'hui propriétaires des communes. Ça veut dire 300 millions d'euros de vente de bois, ça veut dire une économie de filière et une activité dans les territoires. Le maire est aussi aménageur du territoire. Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Donc, il va intervenir dans l'aménagement de son territoire. Il va être prescripteur et maître d'ouvrage public parce qu'en fait, bien, il peut agir sur, par exemple, de la construction. On va parler ici des constructions bois. Mais il sera également responsable des biens et des personnes. Nous y reviendrons. Malheureusement, cet été nous l'a encore une fois prouvé à travers la question des incendies de forêt. Responsable des biens et des personnes pénalement, c'est-à-dire qu'il est engagé. Et puis, enfin, on ajoute une autre composante aujourd'hui, peut-être plus récente, même si le maire a toujours été médiateur, le maire ou l'élu, il l'est de plus en plus avec une demande sociétale de comprendre, de tracer, voire de participer, d'être vraiment en gestion collaborative, en particulier de la forêt et de ce qu'on peut en faire. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, l'élu est impliqué. Et je crois qu'avec ces éléments-là, on peut planter le décor. Alors, aujourd'hui, nous avons une belle forêt qui rend beaucoup de services, qui est diverse, multifonctionnelle. C'est un terme qui est aussi très important pour nous. C'est-à-dire que la forêt, elle joue différents rôles. En particulier, elle abrite une biodiversité formidable qui va permettre de générer son économie, ne l'oublions pas. Elle va être génératrice d'emplois. Hein. La filière, bon, les chiffres varient un petit peu, mais retenez 400 000 emplois. On a l'habitude de dire que c'est autant, sinon plus, que l'industrie automobile. Un chiffre que peu de gens connaissent, la forêt publique accueille du public, elle est ouverte au public, c'est de l'ordre de 750 millions de visiteurs par an en France, c'est donc énorme. Donc une forêt très belle, mais malheureusement, et il me paraît essentiel de vous en parler, aujourd'hui cette forêt, eh bien,
et sous l'emprise du changement climatique de manière très forte. Vous voyez là en haut l'image qui vient d'apparaître, c'est la crise du scolite, telle qu'on la nomme, mais qui a mis par terre des milliers, des dizaines de milliers de mètres cubes de bois, en particulier dans le grand quart nord-est de la France. Ce n'est qu'un exemple. Malheureusement, on a une forêt aujourd'hui qui souffre beaucoup. Vous avez tous en tête les événements de cet été avec les incendies et une prise de conscience de l'opinion publique à travers ces grands incendies en Gironde. Et il faut bien intégrer, et je pense qu'il faut qu'on ait tous vraiment cette notion en tête que le changement climatique pour la forêt, ça veut dire qu'elle va changer de faciès. Vous voyez, 50% de la forêt française pourrait voir son faciès modifié dans le demi-siècle qui vient. C'est-à-dire que les espaces que vous avez sous les yeux aujourd'hui, les filières qui peuvent être générées par ces espaces vont se voir grandement modifiées parce que la forêt va beaucoup changer, peut-être parfois disparaître, en tout cas beaucoup changer. Donc, il faut vraiment avoir ces éléments en tête et je pense que dans les actions qu'on peut mener sur les territoires, il faut absolument se dire qu'il faut travailler à adapter la forêt au changement climatique. C'est un point essentiel parce que la forêt nous aide, nous, les humains, à nous adapter également. Peut-être en forme de rappel très rapide, les fonctions de la forêt, vous les connaissez, sociales, on l'a évoqué, tous les usages, une fonction environnementale, une fonction de protection de la ressource en eau, c'est fondamental, mais aussi des sols, et de tous les problèmes de glissement de terrain ou d'avalanche, une fonction économique, on vient de l'évoquer, gardons à l'esprit, et on va bien entendu avoir ça à l'esprit pour imaginer des politiques territoriales en lien avec l'économie sociale et solidaire, que la forêt séquestre du carbone, il est stocké dans son bois. Si on peut lui donner une durée de vie après la forêt, à travers ses produits. Et enfin, utiliser du bois, c'est éviter d'utiliser d'autres énergies, en particulier, ou d'autres matériaux issus du fossile. Voilà. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. J'ai l'habitude de dire que si demain on a inventé l'arbre, on dirait qu'on a découvert la panacée universelle parce qu'il est capable de tout ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle manière est-ce qu'on peut agir? On constate que la forêt, pour tout le monde, elle est là. Elle a toujours été là, elle sera toujours là. On voit bien les traumatismes que procurent des incendies, des tempêtes, parce que la forêt disparaît. Donc, il faut bien intégrer qu'elle est là, et elle est vraiment là, puisque 30% du territoire est forestier, ce qui veut dire, de manière schématique, que quand vous faites 3 pas, vous en faites un en forêt. Donc, c'est loin d'être anodin. Malheureusement, très souvent, dans nos documents de planification, c'est ce que j'appelle une patate verte sur la carte, pas plus. Vaguement espace naturel, voilà. Or, il faut intégrer ces espaces dans vos réflexions, dans vos documents de planification, pour qu'elles soient prises en compte à sa juste valeur, que les territoires puissent l'aider à s'adapter et puissent bénéficier de ces bienfaits. Alors, on voit ici différents acronymes que vous connaissez sur des politiques territoriales. Nous avons mis en place différents outils, différents guides. Certains, vous les connaissez. Nous accompagnons certains outils. Tout en haut, vous voyez en caractère gras la charte forestière de territoire. C'est un outil qui a plus de 20 ans maintenant, qui est un outil de concertation sur le territoire, de partage d'un état des lieux, d'enjeux, d'écriture d'une stratégie et de planification d'un plan d'action et de réalisation du plan d'action. Donc, c'est un outil assez complet qui doit normalement mettre toutes les parties prenantes autour de la table et qui peut déboucher sur des actions concrètes pour le territoire. Les chartes existent toujours, il y en a toujours de nouvelles qui apparaissent, qui renouvellent leur plan d'action. C'est donc un outil très adaptable, qui fait du sur-mesure et qui est intéressant.
Il existe beaucoup d'autres outils, je ne vais pas tous les passer en revue. Je citerai quand même le second, le contrat de réciprocité urbain-rural, que nous avons testé avec succès. Je prends par exemple l'exemple de Montpellier Métropole et des Monts de la Cône et du Haut-Languedoc, qui se sont liés dans un contrat, alors qui n'est pas que forestier. C'est un contrat multisecteur, puisqu'il englobe la santé, il peut englober du tourisme, etc. Mais eh bien, Montpellier Métropole construit en bois dès qu'il le peut, et utilise du bois local qui vient de son territoire rural, en l'occurrence ici le Haut-Languedoc, se chauffe avec du bois et utilise du bois énergie de la communauté de communes du Haut-Languedoc. Aujourd'hui, ça, c'est en place. D'autres axes sont en réflexion. Eh bien, comment demain, on va pouvoir emmener des Montpelliérains, peut-être parmi les gens les plus fragiles, on pense aux seniors, peut-être aux enfants, comment est-ce qu'on va pouvoir les emmener se rafraîchir dans les forêts du Haut-Languedoc en période de canicule? Aujourd'hui, les réflexions sont là. Donc, la réciprocité existe entre urbain et rural, et Montpellier étend et crée le même lien avec le secteur Causse et Cévennes pour créer aussi ces liens de réciprocité. Donc, c'est un développement qu'on souhaite amplifier à l'échelle nationale. Voilà un exemple de quelques outils, nombreux guides aussi qui peuvent aider les élus, par exemple un guide PCAET pour l'utilisation du bois et de la forêt, mais aussi comment mettre dans ces spots, ces PLUI, l'espace forestier pour ne pas en faire qu'une patate verte, etc. Nous avons des outils fonciers, nous travaillons beaucoup avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, par exemple sur un des derniers programmes que vous connaissez certainement, qui est Avenir Montagne, mais on peut agir à toutes les échelles. Vous pouvez agir dans les schémas régionaux, bien sûr le SRADET, mais les autres également, et dans tous les documents qui ont trait au risque également, hein. Les plans d'exposition au risque, les plans de défense des forêts contre l'incendie, etc., qui peuvent générer des filières courtes et locales. Je pense aussi qu'il faut imaginer se raccrocher à la compétence développement économique pour créer des filières courtes et locales. Les bénéfices sont généralement mesurables pour peu qu'on prenne la peine de construire des outils. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, à travers le bois construction. Nous avons développé un programme il y a maintenant plus de 10 ans, sans construction publique en bois local, où nous avons fait la démonstration que le bois local pouvait tout à fait être utilisé dans la construction, dans la rénovation, dans l'aménagement intérieur. Alors, vous avez ici quelques éléments. Bon, d'abord, globalement, les citoyens aiment le bois, trouvent qu'il n'y en a pas assez, aimeraient qu'il y en ait plus, ce qui ne les empêche pas de ne pas supporter qu'on coupe un arbre. Ça fait partie des paradoxes de la demande sociétale que nous avons à résoudre. Mais le bois local est un atout pour le développement des territoires. Alors, de quelle manière on peut le mesurer? Eh bien, on sait que lorsqu'on utilise du bois local, alors le local, c'est un terme, c'est un peu comme le mot territoire, c'est un petit peu à géométrie variable. Il y a une définition qui dit que c'est un rayon de 80 km. En tout cas, il faut que le territoire en ressente les bénéfices dans toutes ses dimensions, que ce soit environnemental, au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie. Donc, quand on est dans le local, on a un retour au territoire, un retour sur investissement au territoire de l'ordre de 80%. Et vous voyez là les ratios, 100 mètres cubes de bois local mis en œuvre équivaut à ces éléments en termes d'emploi, de surface gérée, de substitution de CO2. Pour mesurer tous ces éléments-là et pour aider les filières du local, par exemple, par rapport à ce qui nous intéresse, donc là, vous voyez quelques exemples d'indices de retombées. Nous avons créé un indice qu'on appelle l'indice ART, qui est révélateur des retombées territoriales. Il passe à la moulinette 400 indicateurs, notamment de responsabilité économique et sociale, mais des indicateurs de parité, de concertation, etc. Et cet indice
permet de mesurer les retombées d'un bâtiment. Il est possible que vous y avez accès, hein, il est sur notre site en libre accès, vous rentrez quelques éléments de votre projet ou de votre réalisation et vous aurez ce chiffre de retombées qui peut servir aussi à communiquer vers les habitants et à montrer tout l'intérêt des filières courtes, locales, voilà, en boucle courte. Nous avons, dans une autre dimension, bâti depuis des années des marques de certification de territoire. Vous voyez, il y a Bois des Alpes, Bois des territoires du Massif central, Bois des Pyrénées, Lignum Corsica, donc plus de la moitié de la France couverte par ces marques. Ces marques offrent une garantie sur la provenance des bois qui sont tracés à 100%, on peut dire, de la parcelle au bâtiment. Donc là, on est encore une fois en filière courte, locale, solidaire, parce que ces marques sont construites sur une solidarité entre toutes les chaînes du local pour arriver jusqu'au bâtiment ou à l'agencement ou à l'extension, à la rénovation. Hein. Vous voyez là un exemple de circuit. Tout ce monde-là, toutes les entreprises, tous les maillons sont certifiés. Et l'avantage de ces 4 marques que nous venons de voir, c'est qu'elles vous permettent d'assurer vos concitoyens que le bois vient du territoire désigné et vous pouvez le mettre dans les marchés publics. C'est toujours un problème pour les collectivités de dire oui, moi j'aimerais travailler en boucle courte, mais dans le marché, je ne peux pas. Je ne peux pas afficher des formes de préférence géographiques ou autres. Or, ces marques le permettent. Vous pouvez mettre dans votre marché public, je veux que mon bâtiment soit en bois des territoires du Massif central ou équivalent. Voilà. L'équivalent étant des marques de même force, je dirais. Et donc, ça fonctionne. Françoise, excuse-moi, j'ai juste une petite question en lien avec ce sujet. Donc, possibilité d'intégrer ces marques dans les marchés publics. Il y a une question de David Berger d'Angers-Loire sur est-ce que l'indice ART est un indice reconnu et partagé ou est-ce que c'est un outil qui est propre à votre fédération ? Alors, c'est un outil qui appartient à notre fédération, mais il est reconnu et partagé. La DHUP, donc le département qui traite de la question du logement au ministère de la Transition écologique, nous dit qu'il serait intéressant qu'on puisse le mettre dans des critères d'appréciation de projet, par exemple. Donc, oui, il est partagé. C'est un outil solide qui a été vérifié. Qui est attesté, on a travaillé avec un bureau d'études qui a fait le même travail pour attester des retombées locales d'une entreprise qui travaille en boucle courte. Donc oui, il est reconnu aujourd'hui au niveau national, oui. Merci. Je peux dire comme ça, ouais. Ouais. Okay. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à utiliser le chat pour poser les questions que je relayerai au fur et à mesure. On a les mêmes types de démarches sur le bois énergie. Là, on évoque le bois construction, mais sur le bois énergie, on a poussé un programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour installer des chaufferies bois et des réseaux de chaleur dans les territoires. Eh bien, nous en a pris aujourd'hui quand on voit les prix de l'énergie. Donc aujourd'hui, c'est passé dans comment dire, le langage commun du territoire. Il y a 15 ou 20 ans, ça n'était pas tout à fait le cas. On a aussi cherché là à travailler effectivement avec des SIC, des CIC. Je sais qu'il y aura des exemples ensuite. On a d'autres formes d'économie locale organisée. Moi, je suis sur le département du Cantal. On a une plateforme d'approvisionnement de toutes les chaufferies du département, qui est le résultat d'une mutualisation entre les scieurs, les exploitants forestiers sur le département, par exemple. Donc là aussi, on reste en circuit assez court et bien solidaire pour le coup. Voilà un exemple. Un mot, je voulais vous dire un mot parce que cette diapo, je la trouve parlante. Le bois, dans la tête des gens, c'est parfois un peu passéiste. On n'imagine pas ces développements comme matériaux du futur. Eh bien, le bois, c'est tout ça. On en trouve dans tous ces produits-là, par exemple. Donc, la chimie du bois, c'est aujourd'hui une filière qui est en plein développement, qui peut être locale. Chimie ne signifie pas toujours méga structure industrielle, qui peut être locale. On a des travaux en ce moment, par exemple, sur le tanin du châtaignier.
dans le Massif central et sa valorisation. Les pistes sont diverses, notamment de la nourriture animale, notamment du cosmétique, mais aussi, je crois, des produits retardants pour les feux de forêt. Enfin voilà. Donc, des recherches en cours sur la chimie du bois. Il y en a qui fonctionnent dans le cosmétique aujourd'hui. Dans la Nièvre, il y a une structure qui a une ligne cosmétique haut de gamme à partir du chêne, par exemple. Donc, il faut penser à ces développements-là qui sont intéressants, qui peuvent permettre des croisements de filières. Alors, pas que la chimie du bois, hein, dans la filière classique aussi. Je citerai, là, j'ai cité la nourriture animale qui permet de croiser la filière agricole et forestière sur un territoire. La litière animale peut aussi être issue de croisements de filières et de coopération entre filières en local. Le bâtiment agricole, on peut en citer pas mal. D'autres territoires travaillent aussi en matière d'innovation. Alors là, on sort de la chimie du bois, bien entendu, bien qu'elle en fasse partie, sur la structuration de filières vraiment sociales et solidaires par rapport à l'aspect qui vous intéresse. Je pense à un projet qui débute sur le pays de Pouzauges en Vendée. Alors, le pays de Pouzauges ne débute pas en matière de filière forêt-bois, ils sont très actifs depuis longtemps, depuis leur première charte forestière, mais là, ils installent un tiers-lieu du bois. Donc, ce type de démarche existe aussi dans la filière et je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Ils viennent d'être lauréats d'un appel à projet très intéressant. Et puis, je voudrais, avant de terminer, peut-être sur un point encourageant, positif, optimiste, vous parler rapidement de notre dernier programme, Communes forestières, qui s'intitule « Dans 1000 communes, la forêt fait école ». On a décidé de travailler sur le lien à la société, on a décidé de travailler sur la question du changement climatique à travers ce programme. En fait, son concept, c'est de confier à une classe, mais ça peut être un autre groupe d'enfants, mais aujourd'hui, c'est essentiellement une classe. Aujourd'hui, on est dans le primaire, on va étendre au collège, de confier à une classe la responsabilité d'une parcelle de la forêt communale. Ils vont apprendre ce qu'est la forêt, ce qu'elle veut dire dans son territoire, les métiers qu'elle génère, les bienfaits qu'elle apporte, les risques qu'elle prend. Donc, ils vont rencontrer, bien sûr, l'Office des forêts, mais les chasseurs, les pompiers, des écologues, etc. Ils vont comprendre, ils vont être en mesure de faire des propositions. Et aujourd'hui, certaines classes ont écrit des projets. Ils vont les présenter devant le conseil municipal. Ils comprennent qu'est-ce que c'est que la gestion de ce bien qui est partagé entre tous les habitants. Et puis, à la fin de l'année, lorsqu'ils quittent la classe, eh bien, ils expliquent à ceux qui arrivent ce qu'ils ont fait dans l'année et ils leur remettent les clés de la forêt pour l'année suivante. Donc, c'est à la fois une démarche de compréhension de la forêt, de son écosystème, de la forêt dans son territoire. C'est comprendre l'impact du changement climatique sur la forêt pour pouvoir agir. Et c'est être dans un acte citoyen par rapport à cet espace qui leur est confié un temps et qu'ensuite ils remettent à leurs successeurs. Et nous donnons une dimension internationale à ce programme puisque nous créons des binômes franco-québécois entre une classe française et une classe québécoise pour comprendre que le changement climatique, malheureusement, est planétaire, que des problématiques sont les mêmes où qu'on soit sur la Terre et que donc il faut globalement appréhender la forêt pour s'occuper de celle qu'on a sous les yeux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Françoise pour cette présentation sur les différents enjeux de la forêt extrêmement large et sur des exemples de programmes que vous pouvez accompagner. Il y a une question sur l'impact de ce projet scolaire sur les enfants. Est-ce qu'il y a déjà des évaluations qui sont engagées sur la façon dont ce programme est… Oui, on a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une centaine de forêts pédagogiques déployées en France. On est assez prudent et on communique peu parce qu'on serait submergé de demandes et que bon, il y a malgré tout un coût derrière en temps passé. On n'a pas d'évaluation formelle à ce stade, sinon qu'on sait
on est capable d'évaluer les interventions que les enfants ont entendues dans leur classe, les projets qu'ils ont produits, projets voire réalisations, puisque déjà certains sont en réalisation aujourd'hui. Oui, on est à même de le voir. Ce qu'on mesure, par contre, c'est que les enseignants, à travers ce projet, commencent à faire ce qu'on appelle la classe du dehors, hein, emmènent régulièrement les enfants par tous les temps, j'ai envie de dire, en forêt, travailler dehors. Et puis, il y a une sensibilisation. C'est clair que là, dans le Sud, on a sensibilisé les enfants à l'incendie. Les élus nous disent qu'ils le mesurent sur les familles, la population, que les enfants ont évangélisé. C'est clair. Oui. Donc, il y a deux questions. Comment rejoindre le projet donc, je ne sais pas si c'est encore ouvert, si l'appel est ouvert. Oui, il est ouvert. Deuxième question sur les freins à la mise en place de ces filières. Mais je vous propose peut-être que pour cette deuxième question, on l'aborde au travers des différents retours d'expérience qu'on pourra avoir. Et à la fin, on vous redonnera la parole. Oui. Pour rejoindre le projet, simplement, vous avez eu mon mail, ou en tout cas, Anne-Laure, vous pourrez le faire circuler, vous m'adressez un mail. Voilà. Et on vous recontactera. Merci beaucoup Françoise. Vous avez donc évoqué le bois énergie et la mise en place de plateformes de structuration autour du bois énergie. Donc, je vous propose de passer la parole à Émilie Dution, qui est la co-gérante de la société coopérative d'intérêt collectif ENR Pays de Rance, pour nous présenter comment une société coopérative d'intérêt collectif peut justement répondre à ces enjeux de structuration d'une filière locale autour du bois énergie et le travail mené avec les collectivités. Émilie, je vous laisse la parole. Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Donc, Émilie Dution, donc co-gérante d'une SIC, mais également présidente d'un pôle de l'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Malo, ce qui fait entièrement écho par rapport à ce qu'on peut se dire sur la solidarité sur les territoires. Je partage mon écran. Donc, je vous présente humblement une structuration de filières. Voilà, hop, ça je mets ça sur le côté ou sur le côté, voilà. Donc, la SIC énergie renouvelable, je vous emmène en Bretagne, je vous emmène du côté de Dinan, donc au nord de la Bretagne, et par rapport à ce que disait Madame Aleric sur l'aspect territoire et local, eh ben, vous prenez notre siège d'entreprise et vous faites un rayon de 80 km. Et voilà, ce cercle est notre territoire d'action. Donc, notre coopérative est née au sein d'un conseil de développement sur le pays de Dinan. Et ça ne fonctionne pas. Zut. Et voilà. Au sein du Conseil de développement du pays de Dinan en 2005, qui souhaitait connaître quelles étaient les énergies renouvelables mobilisables sur le territoire. Donc, il y a eu en termes de conseil de développement, des élus, des citoyens, des entreprises qui se sont mis autour de la table et qui, notamment en termes de bois, se sont aperçus qu'à la fois la ressource mobilisable était mal connue et que le personne ressource n'était pas connu non plus. Et que potentiellement, créer une filière autour de ce bois pouvait créer de l'emploi, limiter l'arasement des haies bocagères et de mettre de l'énergie peu chère au service du territoire. Donc, en fait, il y a eu une étude de gisement entre 2005 et 2007 complétée à des allers-retours d'animation, comices, conseils municipaux, etc., pour agréger différentes personnes intéressées par la mise en place d'une filière bois. Donc, multi-partenariat, aussi bien du domaine public que privé, et donc a été privilégiée la société coopérative d'intérêt collectif qui a permis de fédérer
à la fois les acteurs du privé et du public autour de la filière bois. Et donc, ce qui a été créé, c'est bien une filière de l'amont à l'aval pour à la fois prélever les entretiens de haies bocagères qui étaient brûlées, coordonner cet ensemble-là et les valoriser dans des réseaux de chaleur locaux, ruraux. Donc, c'est vraiment de l'arbre au radiateur et l'étude de toute cette filière. Donc, le cœur de métier lors de la création de la SIC en 2008, c'est bien une ressource qui avait été étudiée en termes de gisement, notamment préférentiellement le bocage, la haie, la forêt, mais également le bois d'opportunité, avec dans l'idée de la transformer, de la broyer, de la sécher et de la valoriser en termes de débouchés, notamment dans les collectivités, mais aussi avec les agriculteurs pour leur autonomie énergétique sur leur exploitation agricole, des particuliers et des industriels. L'idée est donc de limiter l'arasement des haies bocagères. Ça a été rappelé précédemment, tout l'intérêt de l'arbre patrimonial, biodiversité, etc. est là, mais comment lui donner également une valeur économique et notamment diversifier le revenu de l'agriculteur en rachetant ce bois capté sur les haies bocagères et l'insérer dans une filière bois. Et après, on utilise les forces vives du territoire, des entreprises de travaux agricoles déjà existantes pour broyer, des friches agricoles, vous voyez le séchage d'agriculteurs qui nous louent des espaces. Donc, c'est de créer un maillage de filière avec les acteurs présents. Nous sommes bien une SIC, donc une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, en SARL pour le moment. En 2008, 45 sociétaires en 4 catégories de sociétaires, avec un mi-temps pour mener cette coordination. Nous avons bien une vocation commerciale, c'est-à-dire vraiment commercialiser ce bois avec en amont la partie vraiment environnementale de captation de la ressource et sociale sur la façon dont on travaille avec l'ensemble des acteurs. Nous sommes reconnus d'intérêt collectif et donc nous réunissons des acteurs privés et publics. Des parts sociales prises par les sociétaires, instances décisionnaires de l'Assemblée générale. Nous sommes 3 co-gérants à l'heure actuelle, élus pour 3 ans, à gérer la coopérative et nous avons un comité d'éthique et d'orientation qui nous aide à entreprendre jour après jour dans la coopérative. L'idée première est bien de gérer et pérenniser le bocage et ses boisements en local en lui donnant une valeur économique, de développer et sécuriser une filière bois-énergie dans le périmètre dont je vous ai parlé, d'informer et de sensibiliser sur l'énergie et de créer de l'emploi pérenne et rural sur notre territoire. 2008-2010, 45 sociétaires à mi-temps aidés par du leader, donc dans le cadre du développement du revenu des agriculteurs, parce que l'idée était effectivement de rémunérer le bois capté sur le territoire. Alors là, j'ai mis limite de développement en 2010 parce qu'en 2010, nous n'avions que 2 réseaux de chaleur à alimenter, d'un collège et d'un bâtiment communautaire. Et le sociétariat souhaitait être autonome sur sa partie financière et ne plus dépendre du leader. Donc, il a fallu prendre la décision soit d'arrêter, parce que réellement, on en parlera dans les mois, les projets de chaufferie ne se développaient pas alors que voilà, l'envie était là, mais ça prend du temps. Et il fallait prendre une décision. Donc, on a décidé de se diversifier autour de l'arbre. Et c'est là que ça fait écho aussi à l'entièreté des propos précédents. Nous nous sommes diversifiés autour de l'arbre
Donc, ce dont je viens de vous parler, le bois énergie d'origine locale, là, c'est là où j'ai mis mon petit curseur. Donc, vous voyez, la SIC aujourd'hui et le bois énergie d'origine locale, c'est cette petite patate-là. Mais à partir de 2010, on s'est dit il faut qu'on crée, qu'on réseaute et qu'on fasse cycle encore plus fort autour de l'arbre. Donc, nous avons répondu sur la Bretagne, nous avons le programme Bresse-Bocage sur la replantation des haies bocagères. Donc, nous avons replanté et répondu à ces marchés publics de replantation, ce qui permet de travailler avec des sociétaires sur le travail de sol, planter, pailler et entretenir les plantations. Donc là où nous manquions de déboucher bois énergie pour des réseaux de chaleur, nous l'avons trouvé sur la partie paillage des haies bocagères nouvellement plantées. Nous avons recruté des élagueurs grimpeurs soins aux arbres. Donc, nous avons tout un pôle d'élagueurs soins aux arbres, patrimoine arboré des communes, conservatoire du littoral, etc. Je ne vais pas m'étendre. Gestion du bocage. Oui, je vous ai dit que quand on s'est créé et la préfiguration, on s'est dit très vite quel est le volume de bois mobilisable sur une surface donnée. Et donc ça, on le fait systématiquement dès qu'il y a projet de chaufferie bois, c'est-à-dire quand il y a une chaufferie bois qui souhaite être mise sur un territoire, sur une commune, la SIC a pour vocation de faire des plans de gestion des haies et du patrimoine arboré autour de cette chaufferie, chez les agriculteurs autour, sur la commune, etc. Comme ça, on sait très exactement sur 20 à 25 ans où est-ce qu'on va capter le bois chaque année, sur quelle haie, et qu'on est bien sur un équilibre entre la ressource sur le territoire et les kilowattheures que l'on va y mettre pour ne surtout pas faire pression. Donc ça, c'est la partie amont de replantation. Après, ce bois, on le vend sous toutes ses formes. On a racheté un code de bois-bûche, bois de chauffage, Charté, Bretagne, bois-bûche. Nous alimentons à l'heure actuelle, donc on est passé de 2 à 15 chaufferies bois locales, mais vraiment on est sur des petits et moyens projets de chaufferie, c'est-à-dire 3 à 4 000 m² de bâtiments cumulés sur des réseaux ruraux ou de villes comme Dinan, Saint-Malo. Nous avons énormément développé également le paillage. Donc, quand le bois n'est pas séché, on s'en sert en paillage sur les linéaires de haies, mais aussi via des marchés publics. Et du fait de travailler avec des propriétaires forestiers et en élagage, nous délicats, nous captons de plus en plus du bois et des grumes de qualité. Et nous travaillons avec des scieries mobiles pour faire un circuit là aussi supra-court entre nos grumes séchées sur la plateforme et puis des artistes ou mobilier urbain du secteur. Et enfin, tout ce que je vous explique, cette gouvernance et cette pratique autour de l'objet arbre est mon terrain de jeu d'animation et de sensibilisation pour tous les publics à toutes les échelles. J'entends aussi bien dans une école qu'un programme pédagogique, qu'avec des masters en environnement ou en économie, que via des projets européens sur de la coopération ou sur de la structuration de filières bois de pays à pays, de département à département. On a développé toute une partie ingénierie et expertise autour du développement de ce projet. La SIC aujourd'hui, donc on est passé donc de 1 mi-temps aidé à 15 salariés à l'heure actuelle qui ont développé tous les métiers autour du bois et lui ont donné une réelle valeur. Et nous sommes passés de 45 à 100 sociétaires répartis en 4 catégories, que sont donc première catégorie les propriétaires de la ressource, donc propriétaires forestiers et agriculteurs. Deuxième catégorie, les salariés. Tous les salariés sont sociétaires. Troisième catégorie, les partenaires, partenaires solidaires que sont les collectivités et les associations de protection de l'environnement du territoire. Et quatrième catégorie, la partie plutôt entreprise avec lesquelles vraiment on a des relations d'affaires que sont les ETA, les bureaux d'études thermiques, les installateurs de chaufferie.
Merci beaucoup, Émilie. Il y a une question sur la production de pellets. Qu'en est-il de la production de pellets? Ou pellets, je ne sais pas comment. Oui, alors, en plus, je n'ai pas fini, hein, c'est juste que ma diapo, elle ne veut pas passer, mais c'est juste que ça va arriver, Par contre, mais il n'y a alors pas là, de problème. je suis désolée, mais ouais, il va falloir peut-être un petit peu accélérer. Il y avait une autre question sur est-ce qu'il y avait des sieurs transformateurs de bois qui étaient déjà présents sur le territoire et comment est-ce qu'ils perçoivent votre développement? Alors, pour les pellets, nous n'en faisons pas. Nous sommes juste négoces avec des faiseurs locaux. Mais nous sommes dans la mise en place de la fabrication, nous, en interne, de pellets, avec aussi bien notre transformation interne où on a de la sciure là, pour le bois bûche, qu'avec des scieurs sociétaires de la coopérative pour capter l'ensemble des gisements. Il y avait des scieurs quand la SIC s'est créée, mais ils étaient vraiment plutôt sur la partie bois d'œuvre, mais peu ou pas sur la partie bois déchiqueté. Donc voilà, ils se sont incorporés au sociétariat de la coopérative et ça s'est très bien passé. Merci. On voit vraiment l'intérêt de la structuration en SIC avec les différents partenaires et puis la capacité aussi un peu d'évolution par rapport à la dimension, par rapport aux activités qui sont développées. Il y a une question sur comment est-ce que vous avez trouvé les porteurs de projets pour la transformation. Une question de Nicolas Lenoir. Hein. Alors, je n'ai pas entendu le début de la question sur la transformation. Comment avez-vous trouvé les porteurs de projets pour la transformation? Pour la transformation de quoi? Je n'ai pas vu le chat. J'y vais. Oui, bonjour. Oui, je vais peut-être poser ma question à l'oral, ce sera peut-être plus simple. Oui, en fait, j'ai bien compris qu'il y avait pas mal de transformations une fois que les haies, le bocage étaient entretenus, le bois récupéré était transformé sous forme de paillage, bois énergie. Mais cela nécessite des entreprises, des personnes qui viennent s'investir sur le territoire pour développer une économie en local. Je voulais savoir comment vous aviez eu l'accès à, je sais pas, une base de données, ou alors c'est des personnes qui ont entendu parler du projet qui sont venues, ou alors c'était des entreprises qui existaient déjà et qui ont développé cette activité. C'est ça, ce sont des entreprises, c'est comme je vous disais, déjà existantes, des ETA déjà présentes, mais qui se sont équipées avec des broyeurs, etc., du fait de notre présence pour développer leur chiffre d'affaires. Mais en fait, on s'est connus sur le terrain au fur et à mesure du déploiement. Et en fait, on a 3 ETA sociétaires dans notre sociétariat et qui se découpent notre territoire d'action suivant les chantiers. ETA, entreprises de travaux agricoles, donc qui ont les broyeurs, voilà, tous les engins. En interne, nous de la SIC, on n'a pas de broyeurs, etc. On travaille uniquement avec des sociétaires et des entreprises déjà existantes. Très bien, merci. Je vous en prie. Merci. Je vous propose peut-être, Émilie, de conclure. Hein. Oui. Alors, je conclus. Vous me demandiez quels sont les points positifs et les points négatifs de cette structuration. En point positif, c'est faire réseau, partenariat, travailler avec tous les publics à toutes les échelles. J'entends même, je ne vais pas vous montrer la superbe photo parce que ça ne fonctionne plus là, mais on a créé un tiers-lieu du bois, c'est-à-dire un bâtiment où tout est fait en supra-local. Donc, c'est de donner à voir que c'est possible. En négatif, il est compliqué en tant que SIC qu'il y ait des collectivités sociétaires qui se demandent toujours, même si ça a été créé pour cela, si on privilégie plus une entreprise plutôt qu'une autre. Et ça reste un frein dans notre fluidité avec les collectivités. En frein, il y a aussi le fait que la filière bois, c'est de multiples acteurs, aussi bien dans les faiseurs, dans l'amont et l'aval, dans les aides déployées pour le montage de dossiers pour les chaudières bois. Donc, le multi-acteur
n'est pas facilitant. C'est pour ça, nous, qu'en développement de projet, on est vraiment sur la possibilité de vendre de la chaleur clé en main. Mais ça, je ne vous en parle pas, ce sera pour une prochaine fois. Il y a une méconnaissance aussi du bois. C'est quelque chose qu'effectivement qui paraissait rétrograde et dans les métiers et dans la mise en place de réseaux de chaleur. Ça va de mieux en mieux, mais tout ce qui est bureau d'études, architecte, etc., ça a été un gros frein à la mise en place. Et puis enfin et toujours, peur de manquer de bois. Est-ce qu'on va avoir assez de bois? Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place des plans de gestion dédiés suivant les réseaux de chaleur à alimenter. Et enfin, vous parliez de marques et de labels. Nous déployons au sein de la SIC ce qu'on appelle le label A, qui est un label national et qui permet de rendre compte de pratiques de gestion durable de l'entretien de haies et qui peuvent être mis notamment dans les marchés publics, aussi bien pour le bois énergie que pour le paillage. Voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Alors, je crois qu'il y a une autre SIC, la SIC Bois Bocage Énergie, qui a une quinzaine d'années, je crois, qui est présente. Je vous passerai, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir dans le chat, mais je vous propose, alors parce que de façon volontaire, on a essayé d'avoir des interventions assez courtes pour aussi vous donner envie d'en savoir plus. Je vous propose de passer tout de suite la parole à Catherine Moulin. Alors, Catherine Moulin, est-ce que vous êtes là? Donc, Catherine Moulin, voilà, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes maire de Faux-la-Montagne, donc un village sur le plateau des Mille Vaches assez emblématique par sa présence d'acteur de l'économie sociale et solidaire et par ailleurs cofondatrice d'Ambiance Bois, donc là aussi un acteur historique autour de la construction de bois qui existe depuis une trentaine d'années, c'est ça, et qui a aujourd'hui donc une vingtaine de salariés sur le plateau de Mille Vaches. Donc, Catherine, je vous propose peut-être de présenter enfin, rapidement Ambiance Bois et puis de voir les relations avec la commune et la façon dont, un peu en général, en tant que maire, la commune peut contribuer à la structuration de la filière bois sur son territoire. Oui, alors effectivement, Ambiance Bois, la SAPO, c'est une SAPO, une société anonyme à participation ouvrière. C'est une histoire ancienne puisque ça va faire bientôt 35 ans qu'elle a été créée en 1988 et elle est spécialisée dans la fabrication de matériaux d'abord. Donc la fabrication de lambris, de parquets, de bardages, de bardeaux de toiture et en particulier en mélèze et en douglas. Voilà, parce que notre souhait au départ, ça a été de valoriser des bois locaux voilà, sur le territoire du plateau et un peu plus largement. Donc elle a eu une première activité qui a d'abord été une activité de scierie-raboterie. Et ensuite, au fur et à mesure des années, elle a diversifié ses compétences dans le domaine de la construction bois, en neuf et en réhabilitation. Elle a aussi créé un atelier de menuiserie. Et depuis 3 ans, elle a repris une nouvelle scierie et elle propose des sièges à façon de feuillus ou de grande longueur sciée, dans une réflexion justement de s'approvisionner aussi de façon un petit peu différente. Le feuillu, c'était vraiment des essences que l'on n'avait pas du tout travaillées jusqu'à présent. Voilà, elle a aussi créé un bureau d'études qui s'appelle Ambiance BAT et qui est très complémentaire avec le chantier. Voilà. Au fur et à mesure des années, la totalité des produits qu'on appelle les produits connexes, alors ce qu'on appelait avant les déchets, ont été valorisés au maximum en circuit court. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, la sciure qui est issue des sciages
est récoltée dans un système de bennes qui approvisionne un petit réseau de chaleur qui a été mis en place par la commune dès 1992. Elle approvisionne aussi une pépinière forestière qui utilise la Sûre par rapport à ses plants. Voilà, et ce réseau communal, il chauffe plusieurs bâtiments publics, donc la mairie, la maison médicale, la caserne des pompiers, l'école, la salle des fêtes, un tiers-lieu associatif et puis des ateliers communaux. Il y a également, toujours dans un souci de valoriser les produits connexes, il y a eu une ligne de broyage qui a été créée et qui utilise des dosses et des délignures, c'est-à-dire ce qui tombe du sciage, et puis des déchets courts de rabotage, des déchets secs. Et les plaquettes qui sont fabriquées, elles approvisionnent 2 chaufferies bois de communes voisines et aussi des chaufferies privées de personnes qui se sont fait installer des chaudières à plaquettes. Et quant aux copeaux secs de rabotage des produits, eh bien, eux, ils alimentent la chaudière qui fait fonctionner le séchoir de l'entreprise. Voilà, donc on essaye vraiment d'être au plus court dans ce circuit. Voilà. Donc ça, c'est une illustration un petit peu de ce qui est pratiqué dans l'entreprise. Sinon, Ambiance Bois, elle est connue pour son statut juridique un peu particulier. Donc, ce que je disais, la SAPO, il y en a moins de 5 en France. Et puis, surtout pour son fonctionnement horizontal, alors les salaires égaux, la rotation des tâches, le PDG qui est tiré au sort tous les 2 ans, un fonctionnement autogestionnaire qui a presque 35 ans d'âge. Et de 6 personnes au départ, on est aujourd'hui autour d'une trentaine de coopérateurs, coopératrices, pour 26 équivalents temps plein. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement d'Ambiance Bois, il y a notamment un ouvrage qui a été fait aux éditions Repas sur la présentation d'Ambiance Bois, et puis un film aussi, je crois, qui retrace l'expérience assez unique d'Ambiance Bois. Sur la question un peu des relations avec les collectivités, de la façon dont les collectivités ont pu être ou sont facilitatrices ou oui. J'y venais. Alors, historiquement, en fait, la commune était propriétaire d'un terrain et de bâtiments au moment de l'installation en 1988. Terrain et bâtiments qu'elle a transférés à l'époque, c'était un CIVOM qui est ensuite devenu une communauté de communes. Et en fait, il a été réalisé un atelier relais, c'est-à-dire que ça a permis une location-vente du foncier et aussi, à l'époque, la construction et le financement du séchoir de l'entreprise. Et ça a été une opération qui a grandement aidé les fondateurs et les fondatrices parce que nous, on arrivait un petit peu dans ce domaine en n'ayant pas du tout d'expérience. On s'est formé en faisant des formations pour adultes en SIAGE, c'était pas du tout nos formations de base. Et il a fallu, on n'avait pas forcément réalisé que le secteur du siège, c'est vraiment une industrie qui implique des investissements très, très importants. Et donc, on a eu à adapter ce qui était un bâtiment de ferme, un bâtiment agricole en locaux de production industrielle. Et donc, cet apport à cette facilité qu'on nous a faite justement sous la forme d'un atelier relais a été très précieuse. Et donc, alors,
certes, c'est une prise de risque, ça a été une prise de risque pour la collectivité, mais je pense qu'elle a été largement contrebalancée par cette installation d'entreprise avec la création d'emplois au fur et à mesure des années de plus en plus nombreux. L'apport de ce qu'on appelait à l'époque la taxe professionnelle, je ne sais plus trop comment ça s'appelle maintenant, qui revient sur le territoire intercommunal, mais aussi par ricochet et la création ou le maintien d'activités périphériques. Il y a une autre scierie sur la commune, il y a avec qui Ambiance Bois travaille, des transporteurs, des exploitants forestiers, des débardeurs, des artisans, voilà. Pour vous donner une illustration, dans les années 95, sur 60 enfants de l'école, il y en avait 25 dont un parent travaillait à Ambiance Bois. Voilà. Alors après, des salariés qui deviennent pompiers, qui créent, qui s'investissent dans des associations locales. Il y a 35 associations à Faux, dont une crèche halte-garderie, une télévision locale. Voilà, ça fait une dynamique intéressante. Et donc, toujours par rapport au lien entre communes et filière bois, entreprise, il y a, avec sa compétence chantier, Ambiance Bois répond aujourd'hui à des appels d'offres qui sont lancés par les communes environnantes et dont la commune de Faux, et a construit des maisons dans l'écoquartier du village qui a été primé en écoquartier rural en 2009. Voilà. Il y a ce projet d'écoquartier, il a aussi permis la création d'une autre structure qui est la SIC L'Arban, qui a aujourd'hui 6-7 salariés et dont le sociétariat est aussi composé de collectivités de professionnels du bâtiment, d'artisans, d'entreprises, d'architectes, d'associations, de membres de la société civile et d'usagers habitant les lieux qui sont rénovés ou construits. Et cette SIC, elle est à la fois une agence d'urbanisme rural et un opérateur immobilier qui a construit sur Faux, par exemple, un logement passerelle pour l'accueil de nouveaux habitants dans l'écoquartier et qui termine cet automne 2 petits logements pour des personnes âgées dans le bourg et qui, en lien avec Ambiance Bois, participe à des opérations comme Isole-toi mais pas tout seul, qui a été porté par le PNR de Millevaches, et puis aussi la mise en place de chantiers en auto-réhabilitation accompagnés. Voilà. Donc, il y a des liens, alors des liens très présents par rapport à la filière, pas forcément, mais il y a quand même beaucoup de choses qui travaillent en réseau et beaucoup de structures qui travaillent en réseau et qui échangent et qui, voilà, il y a vraiment toute une cogitation et voilà, plein de choses qui se font grâce à cette multiplicité d'acteurs qui font ensemble. Et donc, pour vous donner une idée, entre 2013 et 2019, la population de Faux a augmenté de 93 habitants. Donc, on est assez atypique par rapport au reste de la Creuse où la population est plutôt diminue plutôt. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai essayé de résumer. Résumer effectivement en quelques mots, mais je pense que ça illustre très bien cette démarche. Alors, cette démarche de long terme, puisque, comme vous disiez, ça fait une trentaine d'années, l'intérêt de la structuration locale, mais aussi l'intérêt pour les collectivités d'accompagner ce type de dynamique sur le territoire au travers du foncier, de la mise à disposition de foncier au départ, au travers de la facilitation, via des ateliers relais ou via
voilà, la prise en charge d'investissements importants. Je pense que c'est effectivement des leviers qui sont importants pour les collectivités locales. Vous indiquez que la Ambiance Bois aujourd'hui répond à des appels d'offres. Est-ce que c'est des appels d'offres qui ont des clauses, je ne sais pas, environnementales ou sociales, ou est-ce que de toute façon il n'y a pas beaucoup d'autres réponses, d'autres structures qui répondent aux appels d'offres des collectivités? Oui, ils répondent c'est vrai qu'on a du mal par rapport aux architectes qui nous aident à mettre en place ces appels d'offres. On a une méconnaissance de ce que présentait la première personne qui a parlé des communes forestières. C'est quelque chose que la profession, je pense, ne met pas assez, n'utilise pas assez, effectivement. Nous, effectivement, il n'y a pas non, il y a quand même, il n'y a pas que Ambiance Bois qui répond au marché, au marché public sur le secteur, mais je trouve qu'on l'utilise, voilà, on ne le met pas suffisamment en avant dans les marchés. Merci beaucoup. Est-ce que, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques complémentaires à partager dans le chat. Écoutez, il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je vous propose d'aller en région Grand Est avec Mathieu Ruillet et d'avoir donc le regard d'une structuration régionale d'acteurs autour de l'arbre, puisque l'association s'appelle Des Hommes et des Arbres. Donc une structuration récente, puisque ça fait donc 1 an et demi que ce réseau régional existe, donc réseau qui est lauréat d'un appel à projet de l'État, territoire d'innovation. Et Mathieu, je vous propose de présenter peut-être, voilà, en quelques mots un peu le réseau, l'origine un peu de ce réseau régional, et puis la façon dont vous travaillez avec les collectivités et avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de la structuration de la filière bois. Et en 10 minutes, si possible, j'imagine. Oui. Bon, bah alors je vais faire des petites touches simplement, puis on verra ce qui intéresse dans la salle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Anne-Laure, bienvenue en Grand Est sur ce que moi j'ai tendance à présenter comme en premier lieu comme un collectif de partenaires rassemblés autour du sujet de la place des arbres. On fait partie donc d'un programme national qui s'appelle Territoire d'innovation. Je dis un petit mot dessus parce que on l'a évoqué avec Anne-Laure en préparant ce webinaire. C'est finalement un dispositif qui nous a amené d'une certaine manière à adopter un mode de coopération territoriale un peu particulier. Bon, c'est un peu original pour un appel à projet issu de l'État, plus particulièrement du secrétariat général pour l'investissement et opéré par la Banque des Territoires. Donc, on a un côté très DVCO banquier, mais on a aussi un côté coopération territoriale. À l'origine donc de ce réseau de partenaires, cet appel à manifestation d'intérêt de l'État en 2018, fin 2017, début 2018, qui avait un certain nombre de prérequis, dont particulièrement celui de former des alliances territoriales avec un bonus pour ceux qui arrivaient à faire du rural urbain. On a parlé tout à l'heure de réciprocité avec la FN-COFOR. On est tout à fait dans cet état d'esprit, à la fois nous dans le projet, mais dans les consignes aussi du programme Territoire d'innovation dans lequel on s'inscrit. On est donc un réseau de partenaires à l'échelle de la région Grand Est. Alors, le cœur politique et historique, c'est la Lorraine. Vous le voyez sur ce schéma qui date en fait de 2019, quand on a déposé le projet collectivement auprès de l'État. Donc, Nancy-Épinal, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Nancy, une petite métropole avec un cœur
un cœur de formation, recherche et développement autour notamment des questions forestières, puisque l'école des ingénieurs forestiers est à Nancy, aujourd'hui AgroParisTech Nancy, anciennement ENGREF, anciennement École impériale des eaux et forêts. Et puis, pour ne citer que cet atout-là, et puis Épinal, une ville importante dans un secteur plutôt rural, à côté d'un massif forestier très important, très riche et très superbe, qui est les Vosges, et un tissu économique dense autour de la transformation du bois, donc ce qu'on appelle la filière bois. Donc cette alliance entre deux collectivités et puis beaucoup de territoires ruraux également impliqués. On est aujourd'hui dans une structuration associative ouverte, donc les collectivités qui s'intéressent à nos sujets, qui ont envie de rentrer dans l'aventure avec nous rejoignent tout à fait librement. Et puis une diversité de types d'acteurs aussi qu'on rassemble. Au tout départ, plutôt des chercheurs, des grands acteurs de la forêt ou de la filière bois comme l'ONF, bien sûr les communes forestières et des collectivités. Et puis rapidement des entreprises, petites et grandes, des acteurs plutôt de l'environnement, des acteurs du monde culturel et de l'éducation populaire, des acteurs du DEVECO et quelques citoyens adhérents à titre de personnes physiques et également intéressés à notre dynamique collective. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette dynamique collective? On travaille sur 5 grands axes stratégiques. Je vais aller très vite, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions. La première, c'est celle de la valorisation des services rendus par les arbres. On a vu aussi passer tout à l'heure dans la première présentation, le terme de service écosystémique. Donc, dans Des hommes et des arbres, on se demande comment tous ces services que rendent les arbres peuvent constituer une rémunération additionnelle pour ceux qui s'en occupent, que ce soit des propriétaires gestionnaires forestiers ou des agriculteurs ou des gestionnaires d'arbres en ville. Un deuxième axe qui, lui, est dédié à la partie matérielle, c'est-à-dire bonne pratique de gestion des forêts, de l'arbre champêtre, donc agroforesterie, et de l'arbre en ville dans un contexte de changement climatique, mais aussi bonnes conditions de travail et bonne reconnaissance de ce travail de gestion. Un axe autour de la transformation de ce qu'on sort de nos espaces arborés. Donc, c'est là qu'on retrouve évidemment la filière bois, mais pas que, les autres usages possibles de ce qu'on sort de nos forêts. Alors, dans la filière bois, on peut parler de valorisation effectivement de coproduits, de chimie, mais il y a aussi plein de choses qui sont en forêt et qui peuvent être valorisées, qui peuvent contribuer à ramener de la valeur ajoutée à la fois sur notre territoire, donc on est dans une approche de circuit court filière économique locale, et dans une finalité de remonter de l'argent vers le gestionnaire de cet espace arboré, un terme générique pas très élégant pour dire à la fois forêt, arbre champêtre et arbre en ville. Parce que c'est bien ça une des finalités, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le présente, de la transformation du bois. C'est d'un côté d'apporter des biens dont on a besoin pour se loger, pour les objets du quotidien, mais c'est aussi un acteur qui contribue à la rémunération des forêts et de ce fait-là qui contribue à leur renouvellement et à apporter des moyens à ceux qui s'occupent de les développer, de les maintenir et de les adapter aux changements qu'elles connaissent. Un axe sur le cadre de vie, donc là on a vraiment comment le bois et le végétal, notamment les arbres, sont présents dans notre quotidien, à nouveau sous forme d'objets en bois, mais aussi sous forme d'apport d'aménités. On a plusieurs actions autour de la santé dans cet axe-là, et puis un axe transversal qui consiste à la fois à construire ensemble une nouvelle culture du rapport à l'arbre sur notre territoire, dépasser, pour le dire très très vite, mais c'est un peu frustrant, dépasser ce qui était évoqué tout à l'heure sous le terme de paradoxe, les gens aiment le bois, aiment la forêt, mais ne veulent pas qu'on coupe des arbres. Nous, on le formulerait un peu différemment, mais voilà, travailler sur cette question-là, du rapport au bois et aux arbres et à ce qu'ils peuvent nous apporter. Et puis, comment associer un maximum de parties prenantes autour du projet lui-même et des actions, surtout des actions concrètes qui sont développées par nos partenaires. C'est là-dessus qu'on peut trouver d'un côté approche coopérative et coopération territoriale.
Comment ça marche? Donc, nous, on est une association, on est une toute petite équipe. Enfin, on est 5, c'est quand même pas mal, mais voilà, c'est pas évidemment nous qui mettons en œuvre toutes ces actions-là. Le plan d'action, en fait, il n'y a pas de plan d'action. C'est un peu ça une autre particularité, en tout cas, de notre fonctionnement, que moi j'apprécie particulièrement. C'est qu'une fois qu'on a posé ces axes stratégiques-là, qui ont été évidemment co-construits avec tous les acteurs fondateurs du projet, on se met à l'écoute du territoire et on détecte, on référence et on accompagne des porteurs d'initiatives, quelle que soit leur nature, qui viennent chacun à leur niveau apporter une brique à cette stratégie globale. Je passe sur notre gouvernance si je veux faire court. J'y reviendrai s'il y a des questions. Mais voilà comment on fonctionne. Aujourd'hui, on parle de labellisation d'actions innovantes. Un grand mot pour dire que il y a des porteurs d'actions qui rejoignent notre projet collectif. Et sur quoi je voulais insister là, dans le cadre de notre propos du jour, c'est que l'analyse des initiatives qui sont donc candidates à rejoindre notre projet collectif se fait avec l'ensemble du réseau. Certains dans la salle sont des adhérents des Hommes et des Arbres, donc ils connaissent le dispositif. On envoie en fait toutes les initiatives reçues pendant la saison à tout le monde, de manière anonymisée, mais suffisamment explicite pour que ça attire soit la curiosité, soit des expressions de besoin, notamment par exemple de collectivités qui voient apparaître une initiative qui semble répondre à une problématique spécifique qu'ils ont sur leur territoire, soit aussi parfois, et on travaille beaucoup là-dessus, des points de frottement, c'est-à-dire des gens qui perçoivent l'initiative proposée comme potentiellement une concurrence ou en tout cas une mise en danger de leur propre travail. Ça devient quelque chose de très important dans notre fonctionnement, de travailler sur les points de friction entre des initiatives extérieures et des acteurs institutionnels bien installés, mais qui ont parfois des problématiques de reconnaissance de leur travail. Et c'est en fait tous ces points de vue-là qui sont mobilisés pour produire l'analyse de la pertinence de la proposition. Donc évidemment, on fait un peu de diligence technique et financière, mais on fait aussi ce qu'on commence à appeler de l'adaptation aux besoins du territoire exprimés par ces acteurs directement. Et puis tout à droite, là, vous voyez notre écosystème de partenaires plutôt autour de l'accompagnement de l'innovation, parce qu'un de nos mandats, c'est justement de brancher les porteurs d'initiatives, une fois qu'ils sont labellisés, avec un certain nombre de dispositifs qui sont eux-mêmes partenaires des Hommes et des Arbres et à qui on apporte en fait simplement des dossiers pour favoriser et accélérer ces initiatives. Concrètement, concrète sur une des actions concrètes qui a été labellisée en lien avec l'économie sociale et solidaire. Alors, voilà l'ensemble de la photo des actions. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet. Et j'ai tenté effectivement, Anne-Laure, de faire un petit extrait de celles qui avaient potentiellement un aspect coopératif. Donc, on l'avait évoqué tous les deux aussi. Il y en a un qui s'appelle collectif entreprise de travaux forestiers, donc qui est peut-être le plus évident. Idée de proposer aux entreprises de travaux forestiers qui sont dans notre territoire souvent des entreprises unipersonnelles, assez fragiles et ayant des difficultés, par exemple, d'accès à l'achat de machines ou à la formation, de structurer une forme coopérative pour accéder à des bénéfices de mutualisation, je le disais, achat machine, formation, partage du travail, quand il y en a un qui veut partir en vacances, il peut refiler aux autres, et potentiellement aussi développement du marché, parce qu'on se rend compte qu'il y a des compétences très intéressantes chez les entrepreneurs de travaux forestiers qui peuvent être utiles, par exemple, pour des communes sur de la gestion de haies bocagères, pour parler d'un exemple qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Mais qui ne connaissent pas ces compétences-là et vice-versa, les ETF ne connaissent pas forcément ce type de marché. Après, j'en avais mis quelques autres, mais pour aller plus sur un volet industriel et parler aussi de filières courtes, on a certains acteurs industriels qui commencent à se positionner sur pas encore des logiques coopératives à proprement parler, mais des montages de groupements d'intérêt économique, de GIE, avec des scieurs. Donc là, c'est Weiss-Rock Vosges au milieu, là, qui propose de monter une unité de seconde transformation, c'est-à-dire d'acheter des produits à des scieurs locaux et les transformer pour augmenter leur valeur ajoutée vers le marché de la construction.
et qui travaille en fait conjointement avec ces scieurs-là pour dimensionner son projet en fonction de ce qui sort réellement des scieries du territoire, dans une approche voilà, plutôt orientée dialogue. Donc, il y a un côté coopératif qui me paraissait intéressant à souligner. Et puis d'autres initiatives autour du circuit court, parce que ça a beaucoup été évoqué aujourd'hui. J'avais potentiellement quelques retours d'expérience sur le fonctionnement coopératif, hein, voilà, le freins et leviers, mais je ne sais pas s'il reste du temps ou si vous préférez qu'on prenne des questions. On va peut-être prendre quelques questions. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation de la structuration d'une filière. Et ce qui me semble intéressant dans cette structuration, c'est aussi le lien avec la recherche, et qui est un des éléments que Françoise Alric évoquait aussi au début, c'est l'avenir autour de ces questions du bois. Et je pense que c'est un élément qui n'est pas suffisamment connu et pris en compte. Enfin, en tout cas, ça faisait écho aussi aux démarches de pôles territoriaux de coopération économique qui sont en train d'être relancées aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions ou contributions par rapport à la présentation? Alors, la question du bois énergie me semble… Ouais, je les vois, merci. Alors oui, vous vous trompez, mais c'est compréhensible parce que la lisibilité n'est pas au top. On a quelques projets autour du bois énergie, notamment dans le coin, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se promène, dans le coin à droite, en haut dans le dessin. On a un producteur de granulés qui porte le projet de reprendre en fait un appro, enfin des connexes qui étaient valorisés par un papetier jusque maintenant et qui change de stratégie et du coup qui laisse ses connexes. Donc plusieurs projets en fait énergie qui sont arrivés, mais un qui s'est présenté chez nous pour faire du granulé vers du marché particulier. Et puis on a aussi des projets autour de la production d'hydrogène à partir de sous-produits plutôt de sylviculture, donc de plaquettes forestières ou possiblement de ce qui n'est pas l'agrume quand on sort de la forêt, pour faire court, et qui sont des projets qui passent très difficilement là pour le coup dans nos comités de multi-acteurs d'analyse, parce qu'une grosse crainte de reproduire le modèle méthanisation, c'est-à-dire une valorisation d'un coproduit qui devient en fait économiquement tellement intéressante que ça devient un produit principal et que du coup ça transforme la pratique culturelle qui est derrière. Donc voilà, faire du maïs pour le mettre dans son méthaniseur, là, il y en a chez nous qui craignent faire du taillis à croissance rapide et à rotation rapide pour envoyer la machine à hydrogène. Quel projet entre l'urbain et le rural? Alors, j'en ai un à mettre en avant parce que c'est un qui est rentré il n'y a pas longtemps chez nous et puis que je dois dire que je trouve particulièrement solide. Que les participants d'Auvergne-Rhône-Alpes, s'il y en a dans la salle, doivent connaître, qui est Sylvact, qui est un projet, grosso modo, allez, pour le dire de manière un peu provocatrice, de mise en forme de politique forestière à l'échelle du massif forestier, donc à l'échelle ultra-locale. Sylvact, c'est un véhicule financier qui finance des travaux forestiers, mais sur la base de parcours sylvicoles qui sont décidés par les acteurs locaux comme étant les priorités du massif forestier considéré, et qui permet d'aller chercher du financement par exemple, de métropoles qui sont en proximité et qui sont en dépendance vis-à-vis de ces massifs forestiers, soit pour des pratiques de loisirs, soit pour de l'approvisionnement en eau, et donc qui peuvent contribuer, et en plus c'est du budget d'investissement pour eux, finalement au maintien de ces services dont ils bénéficient sur un territoire qui n'est pas directement le leur. Combien d'actions actuellement? Là, une trentaine. On est en train de faire les évaluations de fin d'année. Donc, on fait le point sur celles qui n'avancent plus. Mais oui, on est à une trentaine d'actions, ouais.
Et merci beaucoup Mathieu. J'ai mis en ligne votre site et puis donc je donnerai vos coordonnées mail comme celles des autres intervenants aux personnes. Alors, des questions sur la forêt de Feuilly, mais je voudrais, je suis vraiment désolée, mais passer la parole pour conclure ce webinaire à Mathilde Tenon, donc des Petites Rivières, donc avec laquelle on travaille avec les Petites Rivières sur un guide méthodologique autour des leviers des collectivités locales pour contribuer à la structuration de filières sur leur territoire en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a vu au travers des différentes présentations plusieurs leviers des collectivités locales. Merci beaucoup pour ces présentations, que ce soit, donc on a vu sur le foncier, la connaissance du gisement et comment faciliter l'accès au gisement. Sur la commande publique, la collectivité pouvant être cliente des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Peut-être une dimension qui est aussi importante, qui a été évoquée, c'est d'abord la connaissance, le repérage des acteurs du territoire, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs de la filière. Mathilde, je te laisse la parole pour présenter très rapidement aujourd'hui un point d'étape par rapport au guide et puis peut-être la façon dont les personnes qui sont ici peuvent contribuer à la réalisation de ce guide. Oui, alors tu me laisses combien de temps, Anne-Laure? En 2 minutes, je peux faire. De toute façon, je n'ai pas préparé de slide, ça tombe bien. Donc, je peux faire ça rapidement. Mais bonjour à tous. Et déjà, il y en a certains qui ont déjà contribué sans le savoir, les intervenants. Voilà, j'ai pris plein de notes, merci beaucoup. Et j'ai pris là des petites notes sur mon téléphone, sur aussi les conditions de réussite à ces projets de structuration. Donc, ce que je me suis noté, c'est vrai que, par exemple, comment on accompagne la pérennité économique des structures en présence, c'est un sujet qui revient beaucoup. Et voilà, pour vous dire un petit peu en l'état actuel des choses, le guide, on en est à la moitié des entretiens menés. D'ailleurs, je réponds un peu à la dernière question, c'est comment vous pouvez participer aux travaux. Je vais vous... D'ailleurs, je l'ai sous la main, vous partagez un lien vers un questionnaire. Voilà, si jamais vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, qu'ils soient matures ou pas, naissance, c'est bien aussi, et sur lesquels voilà, vous avez un retour d'expérience, on pourra se prévoir un temps d'échange, et voilà, c'est en ça que vous pourrez participer. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que voilà, il y a toute cette question autour de structurer, mais aussi faire durer, donc la pérennité économique et comment on diversifie les activités, comment on amène les structures à les diversifier. Donc ça, c'était intéressant d'avoir vos retours et notamment les 2 premières prises de parole. Et aussi, c'est en ça que le lien avec la recherche est super important, effectivement. Et ça en vient dans mon 2e point de condition de réussite que j'ai un peu pu extraire de mes premiers entretiens, c'est que faut là, toutes vos présentations l'ont dit, associer les différentes parties prenantes, toutes, que ce soit de façon informelle, en échangeant autour d'une table, en faisant des ateliers, ou de façon plus formelle, via une SIC. C'est vrai que la SIC, c'est souvent une structure un peu ex nihilo qui est construite pour un peu structurer ce collectif et cette filière. Donc, c'est vrai que c'est un outil juridique qui revient pas mal dans les entretiens que j'ai faits, ou alors via une approche associative ou se baser sur des acteurs qui sont déjà en présence et effectivement éviter la compétition et favoriser la coopération avec des choses qui sont déjà présentes sur le territoire. Et j'ai trouvé intéressante aussi ces 2 premières interventions sur les labels et certifications poussées pour qu'ils puissent être intégrés dans la commande publique, parce que souvent, c'est des leviers, effectivement, via la commande publique. Comment est-ce qu'on peut soutenir financièrement les structures qui font partie de ces filières, et notamment les structures de l'ESS. Donc, je trouvais intéressant d'avoir ces retours sur labels et certifications qui peuvent être un plus. Sur les difficultés que j'ai entendues, moi, aujourd'hui, c'était souvent, et qui sont revenus aussi, qui font écho à ce que j'ai entendu ailleurs, c'est le manque d'expérience et de compétences. On a appris au fur et à mesure, par exemple, sur le sillage. Le sillage de bois, c'est effectivement hyper technique. Et voilà, pour créer du collectif, il faut aussi avoir ces compétences hyper techniques. Et voilà, sur la gestion des déchets, sur tous ces sujets-là. En tout cas, sur les rôles de la collectivité,
Pour l'instant, sauf s'il y a d'autres témoignages ultérieurs que j'aurai, la collectivité vient plutôt en amont. Alors, c'est vrai qu'une filière, c'est de A à Z. Je ne sais plus ce qu'on disait, c'est de l'arbre à… il y avait une formulation que j'aimais bien tout à l'heure que j'ai notée. Mais ici, la collectivité elle va plutôt venir en démarrage sur, oui, une aide au foncier, essayer de trouver des locaux ou essayer de trouver la bonne stratégie financière pour aider au démarrage plutôt sur l'investissement initial. Mais là, il y a des questionnements aujourd'hui qui sont toujours sur comment on aide dans la pérennité, dans la durée, dans le fonctionnement. Donc ça, c'est encore… et quelle stratégie financière? Je sais qu'il y a Alban qui est là de Lyon, qui disait que nous, on travaille avec Éthique, la foncière solidaire, pour voir un petit peu justement comment on peut réfléchir à des nouvelles façons un petit peu créatives qui sortent du cadre de mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver des stratégies foncières, trouver des espaces de stockage aussi pour certaines filières, c'est hyper important. Donc, voilà, le rôle de la collectivité, pour vraiment faire très court et résumé, il est surtout en amont, il est sur la recherche de foncier et trouver des stratégies financières et surtout juridiques, un peu trouver comment contourner justement le juridique quand on veut soutenir par la commande publique, par exemple, alors que justement, il y a une SIC, etc., et qu'il y a possiblement des conflits d'intérêts, comment on essaye d'être présent malgré ces carcans. Donc voilà, j'ai essayé d'être hyper bref pour finir à l'heure. Mais pour résumer, pour vous dire à nouveau, il y a ce lien dans le chat vers le questionnaire si vous avez des retours d'expérience sur la filière bois ou une autre avec des acteurs et pour les acteurs de l'ESS que vous voudriez me faire part. Voilà, n'hésitez pas à le remplir. Et du coup, le guide devrait paraître début d'année 2023 pour la temporalité. Merci beaucoup Mathilde pour cette synthèse. J'ai mis donc dans le chat le lien des Petites Rivières, donc qui est un cabinet qui fête ses 5 ans. Bon anniversaire, je sais. Aujourd'hui, oui, merci Anne-Laure. Voilà, donc dans le chat, les coordonnées de Petites Rivières. Je vous remercie beaucoup pour les présentations et votre participation. Donc, comme je l'indiquais, vous aurez un retour sur le webinaire avec les contacts des intervenants, quelques ressources. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont pu participer, qui souhaitent partager leur expérience, à le faire ou via le questionnaire ou directement par un mail. Et donc, je vous donne quelques dates pour les quelques prochains rendez-vous du RTES, donc que ce soit dans le cadre du club des collectivités régionaux, avec donc 2 rendez-vous le 29 septembre et le 18 octobre pour les collectivités Auvergne-Rhône-Alpes, le 29 septembre sur les financements européens et le 18 octobre pour les collectivités Grand Est sur ESS et transition énergétique. 18 octobre, on co-organise avec France Tiers-Lieux un atelier autour de collectivités, un atelier de travail, collectivités tiers-lieux dans le cadre de la réalisation d'un guide avec France Tiers-Lieux, dans un atelier qui a lieu à Metz. Et puis le 10 novembre, un séminaire économie sociale et solidaire et politique de la ville. Vous trouverez toutes les informations sur le site du RTES. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je vous remercie beaucoup. Voilà, on a terminé presque à l'heure. Je suis désolée d'avoir un petit peu pressé les intervenants, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir avoir un panorama de différentes initiatives de différents territoires autour de ce sujet très très riche. Merci à vous.